Bonjour, merci. Je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Puis je voulais remercier les membres du comité d'avoir pensé à m'inviter. Je parle beaucoup au nom des Autochtones, alors je vous remercie aussi pour eux, à leur nom. Excusez, je vais me calmer, c'est rare que je parle devant autant de monde. Vous allez voir, je vais prendre mon fil en y allant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intervention sociale auprès des communautés autochtones, particulièrement auprès des familles et des enfants. J'ai décidé de diviser ma présentation en deux temps. Je vais d'abord vous parler de ce que moi j'appelle des clés de lecture, parce que je pense que pour intervenir dans un contexte autochtone, il y a des choses qu'on doit d'abord connaître et savoir. Alors, je vais parler de la famille un peu dans son contexte socio-historique, mais aussi dans son contexte socio-contemporain. Et là, à ce moment-là, je vais surtout parler de la résilience des familles autochtones. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous parler plus de l'intervention sociale, mais là, je vais le faire avec le point de vue des intervenants et nous que j'ai eu la chance d'interviewer dans le cadre de mes projets de recherche. En fait, je mène beaucoup de projets de recherche avec les Inuits de Ouachat, qui est une petite communauté autochtone qui est située sur la côte nord de Sept-Îles, sur la côte nord du Québec. Et ils sont en partie enclavés dans cette île. Ouachat est dans cette île, et puis Malio est à peu près aux 20-25 minutes au nord de cette île. Et je vais terminer ma présentation en vous donnant peut-être quelques pistes d'intervention pour que l'intervention sociale, qui est souvent portée par des allochtones en ce moment, soit davantage culturellement sensible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, là, il faudrait que je sache comment on joue avec ça. Ça marche? Oui. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais besoin de faire quelques petites, peut-être, mise en condition, là, je voulais vraiment faire la distinction entre intervenir dans un contexte culturel ou interculturel et intervenir dans un contexte autochtone. C'est deux champs d'études qui sont complètement différents. Si on peut transposer ce qu'on apprend en diversité culturelle dans le champ de l'intervention sociale autochtone, on peut le faire, mais tout n'est pas nécessairement transposable. Une des choses, d'ailleurs, que j'enseigne aux étudiants, on ne dit pas qu'il faut absolument connaître le contexte socio-historique de tous les pays d'origine avec les immigrants avec lesquels on va intervenir. Mais vous allez voir, dans quelques minutes, il est impossible de travailler dans un contexte autochtone sans avoir pris acte, avoir pris connaissance de l'histoire d'oppression des Autochtones. Deuxièmement, les Autochtones ne sont pas régis par les mêmes lois. La loi, apparemment, pour les Premières Nations, il y a la loi sur les Indiens, alors que les immigrants, ils ont la loi d'immigration, là, qui est une loi complètement différente. Hey, j'arrive pas à me calmer, c'est pas drôle. Je vais pas y arriver, là. D'habitude, ça me prend 2 secondes, mais là, bon. L'autre chose qui est aussi importante, c'est les Autochtones ont des droits spécifiques, hein, des droits issus de traités, des droits ancestraux que les immigrants n'ont pas sur le territoire. Et une chose que je voudrais vraiment dire, c'est que nous, les Allochtones, envers les Autochtones, on a un devoir de réparation qu'on n'a pas nécessairement envers les immigrants. Je nuancerais peut-être mon propos si j'avais un peu de temps, mais en gros, je trouve que c'est un message important de vous faire passer. Bon, excusez, il faut que je revienne, désolée. Une autre chose que je veux dire, c'est qu'au Québec, il y a 11 nations autochtones et 58 communautés. Elles sont toutes distinctes. Elles ont toutes leur histoire particulière, leurs valeurs, leur mode de vie. Donc, ce que je vais partager avec vous, ça ne veut pas dire que ça s'applique dans toutes les communautés. Peut-être qu'il y a des Autochtones qui voudraient que je nuance certains propos. Comme je l'ai dit tantôt, mes connaissances, mais ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est vraiment fondé sur un ensemble de recherches que j'ai menées avec les Inuits de Ouachat. Voilà pour les précisions. Quand on parle de la réalité des familles autochtones, je vous l'ai dit, on ne peut pas passer sous silence les années d'oppression, les années d'intervention de l'État dans la vie des familles, parce que ces impacts se font encore sentir aujourd'hui et c'est des impacts avec lesquels les familles autochtones doivent encore conjuguer. Parmi l'ensemble des politiques oppressive qui a affecté dramatiquement la vie des familles. Je pense qu'on connaît assez bien la question des pensionnats. Surtout au Québec, on en a
amplement entendu parler au cours des dernières années, mais ce qu'on connaît moins, c'est la rafle des années 60. Il faut savoir qu'à la suite de la fermeture graduelle des pensionnats autour des années 50, eh bien, la protection de la jeunesse a pris la relève et l'arrivée de la direction de la protection de la jeunesse dans les communautés s'est traduite par le retrait massif des enfants des communautés autochtones. En fait, pendant 20 ans à peu près, des années 60 jusqu'aux années 80, les travailleurs sociaux ont retiré massivement des milliers d'enfants. Dans certaines régions, on arrivait dans les communautés avec des autobus et on remplissait l'autobus puis on sortait les enfants des communautés. Quand je parle de ça à mes étudiants, souvent ils me disent « Mais tu sais, Christiane, ça fait 30 ans de ça, tu sais, il me semble qu'on devrait passer à autre chose. Pourquoi on insiste encore autant là-dessus? » Et en fait, je leur dis que le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore, il existe une surreprésentation des enfants au sein des régimes de protection de la jeunesse et un nombre important d'enfants est encore retiré pour être placés dans des milieux substituts et souvent à l'extérieur des communautés. Il y a une étude, juste pour vous donner quelques chiffres, qui dit qu'actuellement au Québec, 12 des enfants, les enfants autochtones auraient 12 fois plus de chances d'être placés dans un foyer substitut qu'un enfant allochtone. Alors, même si je viens de dresser un portrait assez sombre, je ne veux surtout pas insister sur tout ce qui est négatif dans les communautés. Il ne faut pas oublier que les familles autochtones, au cours des dernières années ou des dernières décennies, n'ont pas seulement subi de manière statique l'ensemble des politiques oppressives. En fait, même les résultats de mes travaux de recherche laissent plutôt voir qu'en ce moment, au sein des communautés autochtones, il existe plusieurs processus de revitalisation culturelle et de guérison sociale. Et dans ce cadre-là, les familles font beaucoup preuve de résilience en affirmant leur identité et leur spécificité. En fait, même si les familles autochtones sont confrontées à des problèmes sociaux plus importants que les nôtres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'y faire face. En fait, le message que je voudrais faire passer ici, c'est que souvent, il faudrait d'abord se défaire de deux choses. D'abord, cette lecture-là du déficit qui prédomine même dans la littérature. Les Autochtones, si on a juste cette lecture-là, on occulte leur capacité de faire face puis de gérer leurs problèmes sociaux. Et je voudrais aussi qu'on tente de se défaire d'un mythe, celui de croire que les familles autochtones ou les sociétés autochtones vont nécessairement se développer de la même manière que les sociétés québécoises. En fait, même si dans les familles autochtones, on utilise beaucoup des éléments de notre modernité, hein, vous allez dans les communautés, vous allez voir, ils ont tous un frigo, ils ont tous une maison, ils prennent tout le skidoo pour aller à la chasse. Malgré ça, il y a encore des valeurs, des croyances, des pratiques culturelles qui animent leur vie et leur vie de famille. Et je pense que si on apprenait à mieux connaître ces pratiques culturelles-là, qui, ni plus ni moins, fonctionnent comme des facteurs de protection sociale, eh bien, on serait plus en mesure de partir de leur force puis de les mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la pratique culturelle de l'éducation des enfants ou le mode de vie des familles? Je pourrais en parler pendant presque 3 heures, mais là, en quelques minutes, je vais vous dire qu'une des choses qui est surtout importante de retenir, c'est que l'éducation des enfants s'inscrit d'abord et avant tout dans un système de parenté complexe qui est assez difficile pour un allochtone de comprendre quand on ne vit pas dans une communauté, mais dans ce système de vie de famille-là, les parents, les grands-parents ont surtout encore des devoirs, des responsabilités envers les petits-enfants. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les communautés, les enfants n'appartiennent pas nécessairement à la famille nucléaire comme on la connaît au Québec, appartiennent à tout le monde, à tous les membres de la famille, je dirais même jusqu'à la communauté. Et donc, ce qui ressort, c'est que l'éducation, c'est quelque chose qui est partagé par un ensemble d'individus, pas seulement par le papa ou la maman. Une des pratiques culturelles, en fait, j'ai fait une étude qui porte sur différentes pratiques culturelles chez les Autochtones. Je pourrais en parler de plusieurs, mais celle qui est la plus importante en ce moment, puis qui traduit assez bien là, cette façon d'éduquer les enfants d'une manière partagée, c'est l'adoption coutumière ou la garde coutumière. Là, tout ça dépend quel concept. En fait, c'est un concept qui est inadéquat pour les Inuits ou les Autochtones, mais en ce moment, c'est celui qui est utilisé pour que les gens comprennent de quoi on parle. Alors, historiquement, cette pratique de circulation des enfants entre les familles, c'était une pratique qui existait pour qui avait la fonction d'assurer la survie sur le territoire parce que ça permettait aux Autochtones de s'assurer un vaste réseau de connaissances apparentées.
Aujourd'hui, l'adoption coutumière n'a plus cette fonction-là d'assurer la survie sur le territoire, mais elle a quand même une fonction de protéger et de prendre soin des enfants. Puis les Inuits vous diraient que c'est maintenant devenu un moyen très singulier de s'entraider parce que ça maintient cette valeur-là importante dans les familles autochtones qui est l'entraide. En fait, les parents vont confier leurs enfants à un membre de la famille, à leurs parents, à leurs sœurs ou leurs oncles pour différentes raisons. Elles le font, bien sûr, parce qu'elles ont des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, mais quand on a fait notre étude, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement la raison principale pourquoi on va confier son enfant à quelqu'un d'autre. Souvent, on le fait de façon temporaire parce qu'on doit quitter la communauté pour aller étudier à l'extérieur ou pour aller travailler. Mais une des choses qu'on a aussi constatées, c'est que les jeunes filles ont des enfants, leur premier enfant, assez tôt, autour de 15 ans, 16 ans, et souvent elles vivent avec leurs grands-parents, avec leur mère, leurs parents, et là, c'est les grands-parents ou la sœur qui s'occupent de l'enfant, qui en prend soin, et quand la mère quitte, pour différentes raisons, bien, l'enfant fait le choix de rester avec ses grands-parents, puis il va continuer de vivre avec ses grands-parents pendant le reste de sa vie. Voilà ce que je voulais dire sur les questions plus... J'ai-tu reçu? OK, bon. Alors voilà, je pourrais en parler encore très longtemps, mais je sais que le temps court, donc ce que je voulais vous faire, c'est vous parler surtout de la pratique d'intervention sociale. Les résultats que je présente ici, c'est des résultats d'une étude qui a été menée auprès des intervenants sociaux, donc que des intervenants sociaux Inuits. Et une des choses qui est ressortie de cette étude-là, c'est que le travail de ces intervenants-là se distingue d'abord et avant tout par le rythme, c'est-à-dire le rapport qu'ils ont au temps et la finalité du processus d'intervention. Leur intervention est d'abord centrée sur le moment présent, la relation qui se construit et le support à donner ou le support qu'on souhaite donner à l'autre. Ils insistent beaucoup moins que nous sur le problème à identifier ou même les objectifs de changement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas compte du problème, mais pour eux, le problème, c'est plus un prétexte pour intervenir que le point de départ. Et ici, j'ai deux citations qui permettent d'illustrer un peu ce que je veux dire. Denis nous dit, des fois, on ne fait rien que du parle-parle, jase-jase. Des fois, ça n'a rien à voir avec la raison de leur visite. Je l'ai dit, je pense que des fois, on insiste beaucoup trop sur le problème et à force d'enfoncer le clou, on risque de briser ce qu'il y a autour. Et ce qui est autour, des fois, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il y a Nadine qui nous dit « Il faut aller au-delà du bobo, il ne faut pas seulement insister sur le problème. » Cohérent avec cette manière de concevoir le processus d'intervention, ils vont également d'abord opter pour des interventions qui sont le plus indirectes possible, donc qui sont le moins contraignants et aussi le moins intrusifs. Ici, Nadine nous dit « Les intervenants autochtones, on confronte beaucoup moins que les non-autochtones. Confronter pour confronter, ce n'est jamais nécessaire. C'est beaucoup mieux d'apprendre à connaître les gens et leurs limites. » Il faut dire que Nadine, elle travaille en protection de la jeunesse, elle est maintenant directrice, là, mais à l'époque, elle était superviseure clinique dans un champ d'intervention particulier. Nadine, elle nous dit aussi qu'une des choses qu'il faut faire, c'est surtout apprendre à lâcher prise. Et étonnamment, dans le récit qu'on a construit avec elle, elle nous disait que pour elle, le lâcher prise, c'était une habilité Innu que tous les Autochtones avaient, puis que nous, on avait vraiment besoin d'apprendre à travailler ce lâcher prise-là. Alors, ce que ça veut dire pour elle, ça veut surtout dire de faire confiance à l'individu qui est devant nous, mais aussi faire confiance au temps, car c'est souvent le temps qui guérit. Et comme elle le dit à un moment donné dans son récit, dans bien des cas, c'est la vie qui a fait la différence, pas le système. Il vous dirait aussi, si j'avais mes amis, nous ici avec moi, il vous dirait que pour intervenir dans un contexte autochtone, il faut surtout utiliser l'humour et la métaphore. Ça veut dire prendre le temps, beaucoup de temps. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour le faire, mais encore plus de temps possible, pour écouter d'abord et pour expliquer ensuite, en donnant des images simples ou des images concrètes. Ici, Jeanne nous dit « Nous sommes des gens de cœur et d'images, plutôt que des gens de tête et de parole. Nous sommes plutôt visuels et nous parlons beaucoup moins. » Nadine qui répète « Je dis souvent, il faut souvent utiliser la parabole, utiliser les images, parce que des fois, ça passe beaucoup mieux, et l'humour aussi, ça passe beaucoup mieux. » Enfin, les intervenants vous diraient qu'une des choses qui est le plus importante en ce moment
dans les communautés, c'est de faire face au malaise identitaire qui affecte particulièrement la jeune génération. Et pour eux, un des moyens singuliers, il y en a plusieurs, mais un des moyens, c'est vraiment de mobiliser le territoire parce que le territoire, c'est une façon de retourner aux sources. Et là, ici, j'ai une citation de Jean-Claude, puis là, il faut que je la mime parce que souvent, on ne la comprend pas quand je la mime, mais il dit « Le jeune, aujourd'hui, c'est comme une flèche qui est au repos par rapport à un arc. Si on laisse la flèche, eh bien, elle va tomber. Et si on prend la flèche puis on lui donne un élan vers l'arrière, eh bien, la flèche, naturellement, elle va aller plus loin, vers le devant. Alors, pour eux, d'aller sur le territoire, c'est une façon de retourner aux sources. Et ce que ça signifie aussi, c'est de mettre de l'avant des programmes, des services qui vont assurer la sécurisation culturelle des jeunes de leur communauté. Et j'ai terminé presque là-dessus. Il y aura encore beaucoup à dire, mais en fonction du temps que j'ai, je pense que ce que je voudrais que vous reteniez de ma présentation, c'est que, comme à l'Automne, si on veut vraiment soutenir les processus de résilience ainsi que les processus de guérison, mais aussi assurer une vraie protection des enfants, je dis la protection des droits des enfants, le droit des enfants de vivre et de grandir au sein des communautés, bien, il faut d'abord prendre acte de l'histoire d'oppression que les communautés ont vécue, reconnaître que les familles autochtones ne sont pas seulement des victimes du passé, mais des acteurs résilients. Reconnaître que les valeurs et les pratiques culturelles dans l'éducation fonctionnent ni plus ni moins comme des facteurs de protection, donc il faut davantage apprendre à les mobiliser, mais ça, il faut prendre le temps d'écouter la manière de faire qui sont différentes. Donc, il faut reconnaître que des façons de faire, d'éduquer les enfants qui sont différentes des nôtres, mais aussi des façons d'intervenir. Et à la fin, je dirais qu'il faut surtout soutenir les processus de gouvernance ou les processus d'autodétermination. Le rêve des Inuits, c'est de pouvoir un jour avoir une gouvernance des services de protection de la jeunesse, et tous nos projets actuellement visent là, à soutenir ce processus-là. Je voudrais vous laisser sur une dernière citation qui dit « Les réalités contemporaines et les expériences du passé qui ont eu des répercussions sur les parents, les enfants et les adolescents autochtones suggèrent que nous devons et que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux, en assurant la création de programmes, de ressources et de services qui soient réellement sensés, équivalents, efficaces et sensibles à la culture des parents autochtones. Miigwech.